Quand tu veux. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Ouais, donc là, dans les présentations, ou dans la présentation générale, tu parles de terrain. Ouais. Le mot humeur qui, voilà, qui me vient ou qui me semble bien faire le lien dans ce que tu écris de physique, psychique et émotionnel. Alors là, c'est pas moi, là, c'est les, c'est les personnes voilà, qui ont envoyé. J'ai fait la compile. Et en fait, moi, ce que j'ai écrit, c'est sur un autre papier que je t'ai pas encore repassé. Ouais, ça, c'est leur retour. C'est leur retour, donc c'est leur, leur connaissance et leur. Oui. Et cette notion d'humeur a plusieurs sens. On peut bien l'entendre. On dit ouais, je suis de mauvaise humeur. Et puis on peut aussi l'utiliser quand il s'agit de certains aliments, des aliments qui sont forts en humeur, qui sont comme le poireau, comme des légumes pas trop bien cultivés, peuvent être forts en humeur. Et donc cette humeur là finalement elle devient agressive au niveau rein principalement. Et donc c'est vrai que c'est une histoire de terrain, une histoire de support, mais il y a cette notion d'humeur qui pour moi me fait aussi penser à la relation qu'il y a à la conscience. À la conscience, donc qui est en fait la première composante d'une prédisposition à la maladie. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une conscience et qu'on a en plus envie d'une plus grande conscience, si on est retenu ou par des habitudes alimentaires ou des vieux souvenirs, on se retrouve à faire un grand écart au niveau de notre être entre cette attirance ou cet appel de la conscience et puis des choses qui ne lui conviennent plus. Donc c'est là que effectivement une histoire de terrain, de prédisposition, mais de l'importance de se rendre compte que oui, ok, il y a des trucs, c'est plus pour nous quoi. Quand on est dans un magasin, si on n'a pas d'animaux, on ne va pas dans le rayon aliments pour animaux quoi. Pour nous, on zappe. Il y a d'autres rayons où on doit zapper. Et c'est aussi que ce terrain, il évolue en fait avec le temps. Et la conscience aussi d'ailleurs. Ben oui, et ça, moi je pense à l'image du bourgeon justement qui contient l'essence de l'arbre et puis qui en plein contient ce qu'il est en devenir. Donc la conscience c'est ça, c'est ce qu'elle est déjà et ce qu'elle est en devenir. Donc et ce qu'elle est en devenir est peut-être même encore plus fort, plus attractif que ce qu'elle est déjà. Donc, on dit se sentir appelé, se sentir attiré, se sentir ce qui est fait c'est fait, ok, mais ce qui est à faire a presque encore plus d'importance. Et donc c'est là qu'au fur et à mesure de cette avancée, des aliments ou des substances ne nous sont plus du tout favorables. Elles finissent même par être franchement défavorables. Et là c'est ce que dans les déséquilibres par rapport au pH, le stress, c'est sûr, mais je citerai, moi je pense, les médicaments, tout ce qui est allopathique, est fortement acidifiant. Et donc, quand c'est absolument nécessaire d'en prendre, donc c'est nécessaire qu'il faut, ok, mais lorsque ça devient une habitude, lorsque ça devient une petite roue de secours, sans trop se poser de questions sur ce qui peut être fait autrement, là ça devient vite, parce que cette acidité s'inscrit à différents niveaux. Ça va être sur le plan digestif, ça va être sur le plan rénal, ça va être sur le plan sanguin, ça va être sur le plan de la peau, donc à différents étages. Et donc restaurer cette acidité va être forcément plus long
une simple acidité ponctuelle, temporaire d'un mauvais rêve, par exemple. Ouais. On fait un cauchemar, le matin, l'urine est acide. Donc ça peut se gérer après avec... mais lorsque... Donc c'est ce qui est écrit. Les produits de synthèse, et dans les produits de synthèse, c'est aussi tous les produits de l'alimentation qui sont de synthèse. Les sodas, les boissons de cet ordre-là, les alcools, fortement acidifiants. Et puis, bien sûr, oui, tous les traitements sur les aliments. Oui. Traitements sur les aliments, y compris des traitements bio, comme la bouillie bordelaise. Ah oui. La bouillie bordelaise en pleine saison de tomates ou en saison de raisin, les cures de raisin bio, mais fait à la bouillie bordelaise. C'est des petites choses qui peuvent dégénérer et faire des trucs un peu plus complexes à arriver ensuite. Et là, je vois aussi, quand tu dis le déséquilibre acide, enfin ce qui est écrit, le déséquilibre acide, puisé dans les organes. Ça, c'est un des phénomènes majeurs, c'est la déminéralisation à cause de l'acidité. Et ça, c'est très fréquent pour les femmes. C'est vrai que l'ostéoporose est quasiment dans tous les cas due à cette acidité. Donc effectivement l'organisme puise dans sa réserve de calcium pour neutraliser cette acidité. Mais quand les personnes prennent des produits laitiers pensant que c'est un apport de calcium et que ces produits laitiers fermentent et continuent de faire de l'acidité, c'est un cercle sans fin. Est-ce que tu es, c'est ça, les eaux gazeuses, les boissons gazeuses, alcoolisées. Peut-être on repart sur cette histoire de fruits, de citron qui donc a une réputation de fruit acide, qui a une acidité en bouche, mais qui n'est pas acidifiante. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de l'orange. L'orange qui est parfois plus douce que le citron et finalement peut être très acidifiante. Comme quoi, il faut presque parler de tous les fruits séparément. Déjà, il faut que les fruits soient tous mûrs, non traités. Et puis dans le fruit, il y a plusieurs éléments. Il y a sa texture, sa saveur, donc il peut être très acidifiante pour la framboise par exemple, mais qui en plus, à cause des graines qu'il y a dedans, ou pour certaines autres des peaux, va entrer aussi dans un processus acidifiant de par les fermentations. Donc il y a plusieurs niveaux d'acidité. Il y a directement au niveau de l'estomac, pour la framboise, on peut imaginer les groseilles, le cassis, pareil. Les prunes rouges là. Les prunes, oui, les prunes. Et encore une fois, si on prend le cassis, un cassis séché, fait en tisane ne va pas être acidifiant, mais un cassis frais cueilli sur le plan bien mûr sera acidifiant. Donc c'est une très très grande prudence à avoir à l'égard des fruits, parce que en plus du fait qu'ils sont source de sucre, et en plus on peut imaginer qu'effectivement cette teneur en sucre prédispose aux fermentations, puisque quand même c'est la base de beaucoup d'alcool, c'est des fermentations de fruits, quoi.
Donc cette notion de 5 fruits et légumes, qui en plus est un peu une expression un peu confuse. 5 fruits et légumes, on ne sait pas si c'est 4 fruits puis un légume, ou si c'est 5 fruits et 5 légumes. Donc beaucoup font des efforts pour manger 5 fruits, 5 légumes et même plus. Et puis, c'est la cata. Mais comment on fait pour savoir, par exemple, pour les fruits, savoir si c'est plus ou moins acidifiant Savoir, c'est déjà sentir qu'il n'y a pas une grande nécessité à consommer des fruits. Que ça va être plus une histoire de plaisir. Et qu'il faudra de toute façon toujours rester dans la saisonnalité du fruit. Ce qui fait que c'est vrai que compte tenu de la production qui est échelonnée, on pourrait se dire finalement c'est toujours la saison de fruits. Mais à ce moment-là, si on veut aller vers une alimentation qui contient des fruits, il faut être hyper strict sur la consommation de céréales, c'est-à-dire ne pas en consommer, parce que à un moment ou à un autre, quelle que soit la digestion, même si c'est la digestion, le pouvoir digestif est en bon état, il arrivera toujours un moment où ça fermentera. Et donc une fois que le bol de fermentation est créé, ça fermente avec tout ce qui arrive ensuite. Ça peut être la carotte râpée sans rien, ça peut être une viande ou un produit laitier, tout ce qui vient ensuite fermente. Donc avec ce processus acidifiant de la fermentation, déminéralisation, douleur, etc. etc. Donc par rapport à la réponse pour les fruits, quelqu'un qui a un pouvoir digestif qui est costaud, qui est en bon état, qui peut se contenter, se suffire d'une alimentation de légumes crus, qui va associer des fruits, et encore en petite quantité, des fruits et puis une protéine, voilà, il va pouvoir faire ses repas. Sachant encore une fois qu'au niveau des fruits, il y aura quand même toujours intérêt à les dissocier. Aujourd'hui, on pourrait vraiment faire la framboise, le cassis, la fraise, la pêche, le melon, la tomate, le raisin, c'est chaque fois différent. Il y a une digestibilité de chaque fruit très très différente. Et donc, encore une fois, si on prend le raisin, éviter les graines, éviter les peaux. Si on prend le melon, éviter de manger trop près de la peau. Si on prend les pêches, éviter les peaux. Les pommes, éviter les peaux. Qui par contre, pour la pomme par exemple ou pour le raisin, en tisane, ça peut faire quelque chose de très intéressant qui ne sera pas acidifiant. En tisane, tu veux dire en faisant sécher le sécher ou même frais, même la peau de citron par exemple, peau de citron, peau d'orange, sécher tel quel dans une tisane avec n'importe quelle autre plante, ça peut faire quelque chose de très intéressant. D'accord. Je dirais plutôt d'une tendance neutre, ni acidifiante ni alcalinisante, tendance neutre. Mais c'est vrai que... Et pour revenir au citron, encore une fois, c'est une histoire de quantité. Un demi-jus de citron dans un peu d'eau tiède, ça va être limite. Un plein jus de citron dans un verre d'eau, la même quantité d'eau tiède, peut être un peu agressif au niveau de l'estomac, même s'il est dans l'absolu pas acidifiant. Mais c'est pas sûr que l'estomac le supporte bien. Donc aller vers des cures, comme c'est dit de temps en temps, faire des cures de citron progressivement, c'est pas nécessaire. Il y a plus simple à faire, on obtient souvent plus en étant dans des choses modérées qu'en s'imaginant comme qu'en faisant des grosses quantités, en prenant des grosses quantités de quelque chose, on va obtenir un meilleur effet. Donc
légumes, c'est pareil. Hein, les légumes sont effectivement, pour la plupart, alcalinisants, sauf certains légumes feuilles, les blettes, les feuilles de blettes, pas la côte de blettes. Encore moins pour les feuillages rouges, les blettes. L'oseille, très acidifiant. Et puis après, effectivement, les plantes sauvages. Les plantes sauvages, pour certaines, génèrent une acidité. Alors, je vois les noix, les oléagineux, donc hein, les oléagineux sont souvent rances, donc acidifiants. Quand tu veux dire rance, c'est-à-dire qu'ils ont été mal préparés, c'est ça? Ouf, non, c'est qu'ils ont un temps d'existence qui est court, qui est dépassé. Donc une noix devient vite rance au bout de 2 mois. Les noisettes, il faut vraiment qu'elles soient très très bien récoltées pour qu'elles n'aient pas de moisissure à l'intérieur. Donc on le voit quand on ouvre la noisette, s'il y a des petites, si c'est marron à l'intérieur, c'est qu'il y a des moisissures, donc moisissure, acidité. Et il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, ça se sent très très vite, même en bouche. Tomber sur une noisette moisie, on sent très très vite une réaction de la salive qui dit stop, acide. Donc, alors je ne parle pas des noix du Brésil, des noix de cajou, des noix de macadamia qui sont, je suppose, par rapport à leur ancienneté, leur mode de stockage, et puis après leur exposition à l'air, c'est-à-dire qu'elles sont souvent décortiquées, mises dans des sachets ou dans des présentoirs libre-service, et là, ça, oxydation à l'air. Et là, le principe d'oxydation vaut pour tout. Dès qu'il y a oxydation, il y a acidité. Il ne peut nous rester grand chose à manger au final. C'est vrai que dans la liste de ce qui est acidifiant, il y a beaucoup plus que ce qui reste dans la liste des alcalinisants. Mais comme voilà, le pouvoir digestif est entretenu par ces aliments alcalinisants, finalement, en mangeant de ces aliments-là, l'organisme s'en sort bien. Et, puisqu'on aborde les céréales et les viandes, ou les protéines, les protéines seules ne vont pas se comporter d'une façon acidifiante, alors qu'associé à des céréales, ça va faire un processus acidifiant. Encore une fois, de par les fermentations. Alors bien sûr, c'est relatif, hein, pour les viandes. C'est vrai que des viandes de qualité sont moins acidifiantes que des viandes de mauvais élevage. Il faut considérer que presque tous les bovins en élevage traditionnel sont nourris à l'ensilage, qui est excessivement acidifiant. Donc, et une viande juste cuite sera moins acidifiante qu'une viande trop cuite, encore une fois, puisque les graisses cuites sont acidifiantes. Pareil pour les poissons. Un poisson cru, fumé ou raisonnablement fumé ou cuit par un jus de citron sera plus digeste qu'un poisson frit, qu'un poisson pané, etc. Donc, pour les produits laitiers, là encore, un lait de vache qui pourrait être dans l'absolu pas très intéressant s'il est
battu avec un peu d'eau, un peu d'eau et un peu de jus de citron, il va redevenir très alcalinisant. Alors que tel quel, caillé naturellement, il ne va pas se comporter de la même façon. Donc il y a vraiment des petites nuances, des petits détails qui modifient beaucoup les notions de base ou la généralité. Une amande trempée germée, dont on a retiré la peau, ne sera plus acidifiant, ne sera pas acidifiant. C'est vrai que c'est presque le seul oléagineux qui peut être consommé de cette façon-là. C'est possible avec les noisettes, mais en gardant les noisettes dans leur coquille et en les mettant dans de la terre humide. Comme ça qu'on peut arriver à refaire germer une noisette. Bien sûr, pas en contact direct avec de l'eau ou dans la terre humide, parce que là, ça va plutôt pourrir. Mais pour revenir à cette interrogation au niveau de qu'est-ce qui reste à manger, c'est vrai qu'il en reste quand même beaucoup. Donc le chocolat, très acidifiant, quand on pense au chocolat au lait, parce qu'effectivement il y a forcément du sucre, mais aussi pour le chocolat noir de par l'histamine qu'il contient, acide aminé agressif, qui est de même nature que les oxalates d'oseille, c'est bien agressif. Alors, si on veut se faire un petit plaisir, s'il n'y a plus de chocolat, plus les fruits, plus de sucre. Caroube. Non, mais après la solution, ou une solution qui reste importante ou intéressante, c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre qui est dans les processus, phénomènes désacidifiants est prioritaire. Et il se situe à peu près au même niveau que le jus de citron. Et il peut être pris aussi facilement que le jus de citron. Donc, vinaigre de cidre exclusivement, puisque le vinaigre de vin, lui, est très très acidifiant. Ouais. Toute petite quantité de vinaigre de vin peut générer une grosse acidité. Donc voilà, par rapport au plaisir, par rapport aux écarts, par rapport à des repas qui sont des repas de fête où il y a effectivement une quantité trop importante d'aliments ou d'ingrédients qui fait qu'il y a forcément une mauvaise association et puis une digestion un peu difficile. Le vinaigre de cidre qui va être adouci avec un peu de miel va devenir très 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 alcalinisant et il va rentrer en priorité dans les remèdes entre guillemets contre les douleurs, puisque toute douleur est l'expression d'une acidité, où qu'elle soit. Donc en même temps qu'on stoppe la cause, l'apport de ce qui est acidifiant, on peut modifier le terrain avec l'apport de vinaigre de cidre, miel. Donc je disais tout à l'heure, pour l'oxydation est terrible pour certains légumes, les épinards, les artichauts, les pommes de terre s'oxydent très vite et devient vite un très mauvais aliment en étant oxydé. Pour ne pas que ça s'oxyde, par exemple, la pomme de terre. Tu veux dire ça s'oxyde entre le moment où on l'appelle, par exemple, et qu'elle est à l'air, ou c'est avant Oui, avant, si elle est récoltée, qu'elle est exposée à la lumière, elle s'oxyde, elle verdit, elle se... Quand elle génère son germe,
sécrète de la solanine. Voilà, c'est un aliment qui devient un peu toxique. Mais en partant de pommes de terre nouvelles par exemple, pour avoir une idée de l'état de la bonne pomme de terre, si on a fait cuire une grosse quantité de pommes de terre en se disant voilà, je prends de l'avance, je fais de la soupe pour 8 jours, là c'est. Niet, pas bon truc, niet. C'est vraiment faire la quantité juste suffisante pour le repas. Et savoir qu'il n'y a aucun intérêt à les garder. Et ça se sent vite, hein. C'est vrai que la pomme de terre pèse vite sur la fonction digestive, surtout sur le pancréas. Lourdeur digestive, somnolence après le repas. Il y a un loup dans l'assiette. Donc au niveau des céréales, là, c'est un peu le même sujet que les fruits. C'est les enveloppes qui paradoxalement sont acidifiantes. Les enveloppes qui sont faites pour protéger les graines, qui sont constituées de substances qui pour se défendre des parasites, des moisissures, des prédateurs. Elles ne sont pas très digestes. Donc le tout complet, pas très judicieux. Donc les matières grasses non cuites. Les matières grasses sont neutres, sont acidifiantes. Les légumineuses à faire germer. Pareil, transformation de l'amidon en une plante qui devient une plante vivante, donc qui à ce moment-là sera plus à classer dans le légume que dans la légumineuse. Donc quand tu dis à faire germer, c'est même pour de la cuisson? Oui, oui. Moi je ne les conseille pas crus. Oui. Le temps de cuisson est très très raccourci, c'est vraiment très bref, mais oui, c'est à faire cuire. Oui. Et à germer, c'est le processus de germination ou c'est vraiment voir le germe? Vraiment voir le germe, c'est-à-dire que sur une lentille, on voit vraiment le petit pouce blanche qui sort. Pareil sur un pois chiche, pareil sur un haricot. Mais pas attendre que ça devienne une pousse qui tourne vers le vert. Ce qui dit pousse à ce moment-là dit racine. Et la racine, là, pour le coup, pas digeste. Donc c'est des fibres un peu dures à digérer. Donc vinaigre de vin très acidifiant. Les vins, pour la plupart, sont aussi très acidifiants. Avec les vins blancs, les vins rosés sont plus acidifiants que les vins rouges, riches en tanins. Donc là, dans les facteurs qui génèrent l'acidité, il y a le stress. Donc, stress, généralement, grosse perte de chlorure de magnésium. Donc ça rejoint les notions de carence. Qui dit perte de magnésium dit vulnérabilité au stress, donc cercle vicieux. Et là encore, le vinaigre de cidre est intéressant pour ça, puisqu'il neutralise l'acidité et il neutralise la vulnérabilité au stress. D'accord. Donc on peut aussi modifier le terrain émotionnel ou psychique en ayant cet apport de potassium qu'il y a dans le vinaigre de cidre. Potassium qu'on perd facilement aussi dans trop d'exercice, d'activité physique.
opération, et donc qui se manifeste par des douleurs, des raideurs, des crampes. Potassium, donc du coup à travers le vinaigre de cidre, et le magnésium alors Il y a très peu d'aliments qui contiennent du magnésium, donc comme très souvent les sols sont caressés en magnésium, les aliments, les légumes en sont pauvres, pareil pour les animaux. Donc l'apport c'est quand même un apport minéral par le nigari. L'eau de mer en apporte un peu, mais peu. Ce sera quand même le nigari qui sera la meilleure source et qui en plus est lui aussi très anti-acide. Tout comme le lithotame, qui est noté dans les apports de minéraux. ouais. Le lithotame est aussi un antiacide. Comme on peut aussi l'observer avec de l'eau argilée. Et donc, je ne sais plus si on l'a dit par rapport à cette hyperacidité des médicaments chimiques, Ouais. très acides. Donc, c'est peut-être là le point de départ de nombreux déséquilibres, c'est que il y a de nombreuses circonstances où des soins naturels peuvent être mis en place pour éviter d'avoir recours à des substances chimiques. Un choc, un coup, une blessure, on peut avec des cataplasmes ou la chromatothérapie ou des huiles essentielles ou des compresses de ci ou de ça, soigner vite et bien plutôt que d'avoir le réflexe ou la pensée pour l'antidouleur ou des choses comme ça. Alors si c'est que exceptionnellement, que occasionnellement ça passe, mais après lorsque ça devient chronique parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre solution, là ça devient plus compliqué à régler. Et c'est vrai que ça fait partie des priorités, c'est d'arriver à se passer de ces produits de synthèse pour permettre au métabolisme en général de fonctionner correctement. Et dans la première fonction du métabolisme, c'est l'estomac. L'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac, s'il est en insuffisance, l'estomac n'arrivera pas à digérer des choses simples. Donc, encore une fois, le vinaigre de cidre contribue à une bonne sécrétion de l'acide chlorhydrique. Même dans les ulcères, c'est dire que c'est bien la cause. Là, dans les plantes, j'ai rajouté aubépine. Aubépine pour son apport de sérotonine, qui par rapport à la tranquillité, au stress, contre le stress, ou
moindre vulnérabilité au stress est prioritaire, pour un bon sommeil également. Les gens qui ont rien étudié vont facilement accepter de se dire oui, ok, j'arrête le gluten. Ça a 5 ans cette histoire. Avant, c'était, pour faire comprendre, c'était compliqué. Pour les produits laitiers, c'est pareil, par rapport au fait que ça favorise la production de mucus, que ce soit en rapport avec les encombrements bronchiques, qui n'ont rien d'autre à voir avec un simple coup de froid ou un vrai problème ORL, c'est simplement digestif. Donc il y a des idées qui ont enfin réussi à percer, qui sont acquises, même si on peut se dire dans l'absolu qu'on ne devrait pas être intolérant au gluten. Effectivement, on peut en manger, mais on ne peut sûrement pas composer une ration essentielle et exclusive de l'alimentation. Sachant que c'est toujours en rapport à la dépense qui est faite par rapport à ce qu'on ingère. C'est vrai qu'une personne jeune de 20 à 25 ans qui fait du sport, qui a une vie, elle va pouvoir facilement consommer de mauvais aliments, entre guillemets. Et ce ne sera plus le cas à partir de 40, 50 et encore moins 60 ans. Donc il y a vraiment un rapport entre ce que l'on ingère et l'usage qu'on en fait. Un sédentaire n'aura pas besoin d'une alimentation excessivement dynamisante, sinon il aura un excès de feu à un stade de quelque part. C'est toi.